bien le bonsoir. Enfin, re-bonsoir. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. En cette soirée culture, le mardi culture, je vais me baisser un petit peu avec la caméra. C'est peut-être la caméra qui est peut-être un petit peu trop haute, mais peu importe, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Euh, Est-ce qu'on m'entend bien? Normalement, oui. Je vais peut-être baisser un peu le son de la musique. Ça sera peut-être mieux que ça. Parce que sinon, je pense que Massilia va me dire on ne t'entend pas, là j'ai vraiment bien baissé, j'ai mis la musique comme d'habitude. Como d'habitudos. Voilà. Comment ça va bien déjà? Est-ce que tu vas bien, Massilia? Est-ce que vous allez bien? Je tente. Quelle question? Mais quelle question? Très très bien. Très très bien. C'est pour ça dire que j'ai eu envie de faire ce petit live sur notre ami. Vous allez voir, je vais vous parler de lui. Notre ami Samouraï. Je donne pas son nom, je dis juste la scène d'après. Ouais, très très bien. En fait, je suis parti en Espagne, je suis parti à Séville. Un peu dernier moment, coup de tête. Ping. Et c'était très. Je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez Séville, je vous invite. L'Andalousie, je vous invite franchement très fortement à y aller. C'est incroyable. Personnellement, j'étais déjà allé à Barcelone. On m'a toujours parlé de Madrid. Madrid, je ne connais pas, je pense que ça va me claquer la tête. J'ai plusieurs amis qui sont partis s'installer en famille, qui ont carrément déménagé à Madrid. Et Séville, j'avais vraiment envie d'aller en Andalousie. Et ben voilà, franchement, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à y aller. Vous pouvez passer franchement une semaine, entre 5 jours, une semaine, c'est très très bien, en sachant que on a fait le choix d'aller aussi à Cordoue pour voir la mosquée de Cordoue, qui est quand même très très connue. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est avec l'intérieur de la mosquée, c'est rouge et blanc. Vous mettez mosquée Cordoue, Cordoba, c'est vraiment le truc qu'on apprend en histoire de l'art et qu'il faut vraiment visiter. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Tout l'Andalousie. Enfin, moi, je suis resté quelques jours. C'est vraiment, faut y rester. Il y a tellement de choses à voir, parce que ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est vraiment une zone où il y a eu tout un mélange. Il y avait évidemment le mélange entre l'Occident, le monde arabe, avec toute la partie des Omeyyades. Donc moi, ça m'a rappelé des souvenirs de cours d'histoire. Les Omeyyades à l'Andalouse, tout ça, moi j'ai adoré cette période. Et donc c'est génial parce qu'il y a encore les traces de tout ça. Tout est très bien conservé, tout est très propre. On mange, mais trop bien. Donc c'est très bien. Je vais pas faire le live sur Séville. Je peux faire un live sur Séville. Hein. Donc vraiment c'est génial. Je sais pas si tu connais, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, allez-y. Vous posez même pas de questions, vous y allez quoi. C'est génial. Donc, en étant là-bas, je me suis posé des questions parce que j'ai vu une petite boîte que j'avais postée sur Instagram, une petite boîte d'éventails, forcément Andalousie, forcément on a les éventails et les robes pour danser flamenco enco, et j'avais vu une boîte laquée, Nob connaît point. Ouais, franchement, vraiment, sincèrement, c'est zéro déception. Zéro déception. Et donc, ouais, dans un des musées, j'ai vu une boîte d'un éventail qui était une boîte laquée. Je sais pas si je peux mettre mon Insta, on va voir. Est-ce que je peux mettre l'Instagram? Oui. On va essayer de mettre ça, c'est plus simple que de vous parler dans le vide. D'une boîte qui m'a donné envie, voilà, hop, celle-ci. Qui m'a donné envie. Donc, c'est une boîte laquée. Bon, certes, elle est un petit peu abîmée, hein, on est d'accord. Mais je l'ai pris en photo pour prendre plus d'infos, essayer d'un peu en savoir un petit peu plus là-dessus. Il n'y avait pas vraiment de description, mais je me suis dit, c'est bizarre ça. C'est qu'il y a quelque chose, une boîte comme ça qui, c'est clairement dans les boîtes laquées japonaises. Dans la forme, c'est dans ce qu'on appelle le nanban, vraiment les rapports entre l'Occident, les Portugais qui sont le Japon, tout ce qui a été objet laqué, fabriqué au Japon, mais avec quand même une ligne de conduite, des décos, des découpes, des motifs très européens. Et clairement, je vois ça, je me suis dit, bon, il y a un rapport
Andalousie, c'est pas un truc que j'avais étudié. Bon, je savais évidemment qu'il y a eu quand même des venues du Japon en Occident, mais c'est pas un truc que j'ai étudié plus que ça. Et je me suis dit, tiens, qui a été, est-ce qu'il y a eu un explorateur? J'en avais déjà entendu parler dans la petite tête. Mais l'explorateur japonais qui était venu visiter l'Espagne, entre autres, parce qu'il n'a pas que visité l'Espagne. Et pourquoi je m'aborde en bas ce qui reste, c'est pas grave, on va laisser ça. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, ça vaut le coup de faire un petit sujet sur ce fameux samouraï qui a visité l'Espagne, mais pas que, vous allez voir. Et ce fameux samouraï, il s'appelle Hasekura Tsunenaga. Donc vous avez son petit nom ici, Hasekura Tsunenaga, qui est donc à l'origine un samouraï, qui est né en 1571, mort en 1622, donc on est en plein dans le Japon, que je vais encore appeler médiéval, puisqu'après on va passer à Edo. C'est donc un samouraï qui a été réputé, qui a vraiment en fait eu un rôle, comme je le mets, un rôle crucial dans cette relation entre le Japon et l'Occident, plutôt qui a vraiment fait découvrir l'Occident au Japon. Avant, je rappelle que 1543 sont les Portugais. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo dessus, peut-être que je reviendrai là-dessus. Là pour le coup c'est un vrai sujet que j'ai vraiment bien étudié. C'est toute la venue et donc cet art Nanban au Japon, l'arrivée des Portugais, entre autres, 1543 au Japon. C'est vraiment le vrai gros contact. Il faut savoir que dans la foulée, voilà, dès 1600, le Japon a envoyé des explorateurs. Il y a eu des échanges, plusieurs échanges, notamment avec ce qu'on appelait la Nouvelle Espagne, et dès les années 1600. Et en fait, dans toute cette histoire, je vous laisse aller creuser. Je ne veux pas faire un cours d'histoire, et en plus, encore une fois, c'est pas ma spécialité, mais allez regarder parce que c'est hyper intéressant si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Parce que je trouve que ces échanges entre le Japon, l'Occident et plus, parce que lui, il y a eu après des échanges par exemple avec le Mexique, hein, on est allé quand même assez loin, je trouve que c'est assez intéressant pour creuser, pour aussi comprendre certains rapprochements qu'il peut y avoir après dans l'histoire de l'art, dans des pièces qui ont pu être, je parlais notamment des sculptures, je pense qu'il y a des rapprochements qui se font aussi suite à ça. C'était quand même Edo, enfin, au XVIIe siècle, il y a eu quand même beaucoup d'échanges qui ont été faits. Et donc, lui, Hasekura, est vraiment l'acteur clé, le samouraï, qui est parti, puisqu'encore une fois, il était samouraï, et on lui a mis sur le dos une mission. Vas-y, pars en Occident en tant qu'ambassadeur auprès du pape et des diverses cours européennes. Mais encore une fois, pas que, puisqu'il a fait aussi d'autres voyages. Donc, c'est vraiment un acteur clé de ce Japon. Étonnamment, d'un point de vue artistique, alors, il a été représenté dans certaines estampes, mais on en trouve très difficilement. Je n'ai même pas trouvé d'image, pour vous dire, avec les estampes. On le retrouve surtout dans des peintures, des huiles sur toile, voilà, huiles sur bois, etc., qui ne sont pas des productions évidemment japonaises. Mais il a vraiment marqué. Au Japon, on le retrouve en sculpture, par exemple. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'est d'un point de vue historique, c'est un acteur qui est vraiment un acteur clé. Donc comme je disais, il est né en 1571, c'est vraiment, encore une fois, un samouraï, avant de vous expliquer pourquoi il a été choisi pour partir. Il est né dans la province de Miyagi au Japon, il a tout de suite été très talentueux, donc c'est un samouraï qui a gravi les échelons, qui évidemment en montant ses échelons, bah, évidemment il s'est rapproché du seigneur, hein. Et en l'occurrence le seigneur, son petit nom, c'est, je vous l'ai mis en bas, sa grande sculpture est au château de Sendai, qui est daté Masamune, qui est un des grands évidemment seigneurs japonais, shogun, qui je ne vais pas faire un pareil d'histoire là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder. En tout cas, c'est un des grands noms de l'histoire japonaise. Donc, le bras droit, on va dire que son bras droit, c'est Hasekura Tsunenaga. Et de fil en aiguille, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Il a été décidé que ce soit Hasekura qui parte en Occident. Je vous ai mis un tableau, un des rares tableaux, encore une fois, hein, qui existe, pareil, de la ville de Sendai. Si vous voulez voir vraiment les infos
sur Asekura, sur Data Matsumoni, la ville c'est Sendai, Sendai, c'est là où vous devez aller, ne serait-ce que pour visiter le château et pour évidemment avoir des infos, etc. sur cette fameuse phase d'exploration qui est assez importante. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le shogun qui a voulu au départ faire une exploration en Occident, notamment pour accompagner, je vous l'ai mis ici, un explorateur espagnol qui s'appelait Sebastián Vizcaíno, donc le faire repartir en Nouvelle-Espagne. Il avait été décidé de construire un galion pour le faire partir. Et puis, finalement, ce projet fut confié à Masamune. J'ai dit Shogun tout à l'heure, mais c'est Daimyo. Daimyo de Sendai. Et donc, qui nomma un de ses plus grands vassals, qui était Asekura. Donc, juste pour comprendre cette histoire. Si vous voulez avoir tout le détail, je vais vous mettre après, il y a des vidéos, la page Wikipédia, évidemment je n'ai pas fait de copier-coller de la page Wikipédia, allez voir la page Wikipédia qui est assez bien détaillée et de date en date, notamment sur les périodes 1600, 1610, 1613. Je ne suis pas allé dans ce détail-là, c'est plutôt pour vous donner envie de découvrir peut-être plus son histoire si ça vous intéresse. Donc, et puis je voulais pas vous noyer non plus dans toutes les infos, les différentes étapes de pourquoi on a choisi lui, etc. Mais allez regarder la page Wikipédia, il y a du contenu, je trouve que c'est assez clair, assez bien détaillé pour une fois. Donc sur Asekura, et bien entendu, vous avez eu des bouquins aussi qui ont été publiés là-dessus, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, gardez en tête qu'en 1613, c'est vraiment la date clé, c'est celle-ci, 1613, où il a été décidé, comme je disais en introduction, d'envoyer en Occident un explorateur, mais pas n'importe lequel. On a envoyé quelqu'un de confiance, on a envoyé quelqu'un qui était capable de représenter, surtout au-delà même de son seigneur, son daimyo, de représenter le Japon. Et c'est pour ça qu'Asekura, il était aussi très important, parce qu'il a été vraiment représentant le porte-parole du Japon. Pourquoi ? Parce que l'objectif à cette époque, c'était de rencontrer le pape pour négocier des alliances religieuses, politiques, notamment aussi avec la cour espagnole qui était à Madrid. Et donc, vous voyez un peu la situation, on est vraiment dans un rapprochement du Japon, même si après, bon, ça s'est refermé, etc. Mais suite à l'arrivée de ces fameux occidentaux entre 1543 et 1600, le Japon a voulu faire de même, finalement, envoyer du monde. Voilà. Donc c'est très intéressant ne serait-ce que pour comprendre les relations avec l'Occident. Et alors c'est vrai que moi j'ai plutôt étudié l'inverse, c'est-à-dire j'ai plutôt étudié les Occidentaux qui sont allés au Japon. Mais je trouve que ce rapport-là, il est aussi très intéressant pour essayer de comprendre pourquoi l'Occident a après aimé aussi le Japon, et notamment il y a eu la tendance du japonisme, etc. Je vous ai mis là, il y a des petites vidéos avec une jolie petite image IA qui présente toute l'histoire justement je vous mettrai le lien dans la description de Asekura, qui est une... Alors attendez, je vais avancer un peu. Je l'ai mise là parce que bon, c'est un peu les infos, c'est en anglais, qui vous permettent aussi de comprendre son voyage, où il s'est arrêté, etc., son parcours. Je trouve qu'elle était pas mal. Alors je suis pas trop preneur des vidéos faites avec IA, et voilà, c'est de la data qu'on injecte. Après, ça mérite d'être clair, c'est-à-dire vous voyez où il a passé, où il a pu passer. Donc je vous la mettrai en description. Vous voyez, on fait le tour un peu, il raconte un petit peu sa vie, etc. Avec les quelques images qu'on va pouvoir avoir. Je trouvais que cette vidéo était pas mal. Je vais vous en montrer une autre après, qui est en italien, mais je crois que vous pouvez mettre les sous-titres, qui pour le coup va être beaucoup plus intéressante. Donc, il est parti Je suis passé sur une slide, ou c'est moi qui ai inversé mes slides. Attendez 2 minutes. Non, c'est ça. Donc il a été envoyé, comme je disais, en Occident. Une fois qu'il était en Occident, faut savoir qu'il a rencontré le pape. Ça, je vais en parler aussi. Il a rencontré le pape. Pourquoi cette rencontre est importante ? Parce que, je ne sais pas si vous voyez enfin la dernière phrase, en 1615, il a été baptisé. C'est-à-dire que c'est aussi important. C'est-à-dire que dans son parcours, je pense que la clé, elle est là aussi. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. Ils n'ont pas envoyé un samouraï qui était zen ou profondément bouddhiste. C'est quelqu'un qui, dès le départ, à mon avis, a été très marqué par l'histoire
des chrétiens, on a eu les jésuites, on a eu les portugais qui sont venus. Je pense que ça a été quelqu'un qui a été évidemment marqué par la religion catholique. Et c'est aussi, à mon avis, pour ça qu'on l'a choisi. Bon, après, attention, c'est que mon avis. Je ne suis pas encore une fois historien, mais je pense très fortement que c'est ça, puisque, en fait, dans tout son périple, ok, il allait rencontrer le pape, et je vais vous parler après de l'Espagne, mais au fil de l'eau, en 1615, il est quand même parti 1613, vous voyez, son parcours fait que, son parcours même de foi, il s'est fait qu'il s'est converti le 17 février 1615, et il a reçu comme nom Don Felipe Francisco Asecola. Donc ça c'est aussi intéressant à retenir, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le seul qui s'est converti, et donc attention, on l'appelle toujours Asecola, hein, Tsunenaga, mais voilà, il était ensuite d'usage au XVIIe siècle de l'appeler par son nouveau, je dirais son nouveau nom, son nouveau blaze. Donc après, le pape, il a voyagé en Europe, il a notamment, comme je disais tout à l'heure en introduction, fait un gros stop en Espagne. Il a été reçu par le roi Philippe III, et je vous remets là une petite citation qui, moi, je trouvais intéressante. L'ambassadeur japonais, donc vous voyez, ambassadeur, hein, japonais Asekura Lokomon, envoyé par Jōtei Masamune, roi de Bōjū, entra à Séville le mercredi 23 octobre 1614. Il est accompagné par 30 Japonais avec des lames, leur capitaine de la garde et 12 archers hallebardiers avec des lances peintes et des lames de cérémonie. Le capitaine de la garde était chrétien et était appelé Don Thomas, fils d'un martyr japonais. Donc vous voyez, c'est qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec du monde, et ce qui a fait que ce voyage a été aussi pour lui un voyage de foi. Ouais, je vais dire ça comme ça. Et comme je le mets au milieu de cette jolie slide avec plein de textes et ma trombine en plein dans le texte, il a aussi visité la France, et ça a été marquant. Malheureusement, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, hein, il n'y a pas d'estampe. J'aurais pu faire marcher l'IA, un petit... Putain, ça aurait été marrant ça, de faire une image IA d'un samouraï à Saint-Tropez. Je ferai peut-être l'exercice, tiens, je posterai ça sur Twitter. Il a effectivement fait un stop à Saint-Trope avant de visiter d'autres pays européens, et ça a été marquant, notamment, il y a, pareil, je vais vous dire une petite ligne là, il y a 8 jours qu'il passait à Saint-Tropez, un grand seigneur indien nommé Don Felipe Francisco Asecola, ambassadeur vers le pape de la part de Hinate Masamune, roi de Hokushu au Japon. Voilà. Feudataire du grand roi du Japon et de Miyako. Et il avait plus de 30 personnes à sa suite, entre autres cette autre page, tous fort bien vécu, et tout Camus, en sorte qu'ils semblaient presque trop, je devrais prendre l'accent, ils avaient 3 frégates, Forless, lesquelles portoient dans tout son attirail, ok, et ils ont la teste rasée, excepte une petite bordure sur le derrière, faisant une flotte de cheveux sur la cime de la teste, retroussée et nouée à la chinoise. Donc oui, c'est un petit peu, je trouvais que c'était intéressant, ce texte, que j'ai retrouvé, hein, je vous le dis tout de suite, que j'ai trouvé sur Wikipédia, mais on le retrouve en fait dans les textes, et ce que je trouve, ce qui est assez intéressant, c'est tout ce mélange, c'est-à-dire que pour le coup à Saint-Trope, on sait pas trop enfin vous voyez, on sait pas trop d'où il vient, quoi. On dit qu'il est un petit peu chinois, il est peut-être rasé, donc on se dit ok, on sait déjà qu'il est il y a le Japon, on sait qu'il a une coupe entre guillemets asiatique de l'époque, et puis vous voyez, c'est assez marrant parce que bon, Japon de paix, bon, moi ça me fait marrer, mais c'est assez étonnant de voir aussi ce regard-là. Je pense qu'il y a eu des éléments de recherche, des thèses ou sur lui, là j'ai pas plus poussé, je pense qu'il y a eu des éléments de recherche vraiment sur son histoire, donc là on tombe dans l'histoire, dans le parcours, l'étude des textes, puisqu'il faut savoir que de toute façon toutes ces expéditions étaient, il y a eu quand même des textes, il y a eu un récit sur ces différentes expéditions, et je trouvais aussi ce tableau, je pense que c'est justement une copie plus tardive du tableau de Sendai que je vous ai montré juste avant,
où on le voit justement en train de prier, donc là après avoir été converti, donc on voit bien qu'il a son sabre, bon, je pense que c'est un tanto, il est voilà, bon, en japonais, hein, et en train de prier, donc bon, c'est pas un tableau exceptionnel, hein, cette copie, mais enfin, parce que l'original, je vous le remonte, et ici il est quand même un peu bien allumé, on va dire cette forte inspiration, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir ce fameux samouraï en train de prier et surtout habillé comme un occidental. Hein. Voilà. En 1615, donc après tout son périple, là pareil, encore une fois baptisé, donc pour faire le truc, hein, il s'est arrêté, Espagne, Saint-Trope, Italie, 1615, il a été reçu par le pape, et il y a ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a retrouvé des lettres, donc ça c'est des choses qui sont conservées au Vatican, qui justement expliquent cette première rencontre avec le pape. On est quand même sur un moment historique, puisque c'est vraiment le premier contact entre le Vatican et le Japon. Donc c'est pour ça que je trouve que ce sujet d'Asekura, qui encore une fois mord plus l'histoire que l'histoire de l'art, peut être vraiment intéressant à traiter si ça n'a pas déjà été fait. Parce que je pense qu'il a été vraiment un acteur clé de cette rencontre entre ces deux civilisations différentes et pourtant qui vont se retrouver, qui vont se rapprocher, notamment par ce fil conducteur qui est celui du christianisme. Et donc ça c'est assez intéressant à étudier, mais franchement je suis persuadé qu'il y a déjà eu des recherches pas forcément en France, hein, mais des doctorants ou autres en Italie ou autres qui ont dû bosser dessus. Je vous ai mis ici une vidéo, pareil, je vais vous la mettre en description, qui justement, c'est en italien, mais je pense que vous pouvez mettre les sous-titres, qui là est vraiment intéressante. C'est pas l'IA du pré-mâché IA de tout à l'heure, où là on est vraiment sur tout son parcours, sa mission, le fameux galion, le bateau, c'est une réplique, hein, qui vous donne aussi l'idée, hein, je trouve que c'est bien les répliques, ça permet aussi de se projeter, de comprendre que on a un samouraï quand même qui n'était pas tout seul, hein, encore une fois, qui est parti du Japon dans ce type de bateau. Pareil, parce que je vois la question arriver, est-ce qu'on est sur des bateaux japonais, on est sur des galions. Donc vous voyez aussi, ça c'est aussi intéressant à étudier, qui s'appelait le San Bautista d'ailleurs. Et donc vous avez cette vidéo qui vous explique bien justement avec qui il est parti, toute l'histoire, que vous retrouvez encore une fois qui est bien détaillée en français sur Wikipédia, mais que je trouve dans cette vidéo est assez intéressante puisqu'elle vous explique les différents parcours de notre ami samouraï explorateur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tout ça, je vous le remets là, c'est au Miyagi. Voilà, je vais juste vous montrer ça. Paf. C'est au Miyagi. Est-ce que je peux vous enlever ça ou pas? Ah, je peux pas enlever. C'est au Miyagi Museum. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous allez au Japon, notez-vous Miyagi, c'est là où vous allez pouvoir voir la réplique et justement voir toutes les infos, en plus justement de Sendai. Dans ce musée, vous avez différentes répliques de petits bateaux là. Et puis vous avez aussi après les sculptures. Donc là, on est sur une sculpture en Italie, Civita Vecchia, de ce samouraï. Vous avez, j'avance parce qu'il y a plein de choses dans cette vidéo, un palais, voilà le palais à Rome où on le représente. Vous avez, non après c'est sur l'après Asekura, mais je trouve que c'est assez intéressant. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Allez où? Tac. Voilà. Où ce fameux musée vous montre, si vous avez vraiment l'occasion d'y aller et que ça vous intéresse, ça vous raconte toute cette histoire avec les différentes étapes de son voyage et de son parcours vers l'Occident. Donc cette vidéo, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. C'est en italien, mais encore une fois, vous la comprenez. Bon, perso, j'ai pas trop de soucis, mais si c'est problématique, normalement, je vous pouvez mettre les sous-titres. Après son passage à Rome, il est retourné au Japon, donc 5 ans plus tard, en 1620, et c'est là où il a été
aussi importante, puisqu'encore une fois, suite à l'arrivée de ces Occidentaux qui sont venus au Japon, là on a vraiment le retour d'un Japonais qui a le regard japonais, qui a cette culture japonaise, qui est importante aussi à comprendre, parce que je rappelle toujours, hein, le Japon, on est sur une île, et donc on est vraiment sur quelqu'un qui revient au pays, et lui on va le croire, quoi. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que on va pas être sur une surreprésentation, c'est vraiment quelqu'un qui va raconter ses expériences, qui va ramener, comme je mets, des cadeaux diplomatiques, qui va raconter son voyage, et il va être finalement de plus en plus important dans l'histoire, en tout cas avec ce fameux clan, hein, le clan daté, duquel il dépend. Et je dirais qu'il a été aussi important, à mon sens, hein, dans cette transition vers l'art Nanban. Je vous ai mis un exemple ici, mais je vous prévois de vous faire une vidéo là-dessus sur la Nanban, qui est donc l'art japonais. Ok, toutes les productions japonaises, en l'occurrence ici c'est un paravent, dans lequel on va représenter les Occidentaux, on va représenter la mode portugaise, espagnole, etc. Et on va le mixer avec une représentation de samouraï, vraiment la représentation classique japonaise. Donc ça, c'est une production qui se fait à partir d'Edo, c'est une production qui se fait avec ces échanges et qui s'est surtout faite en fait au retour d'Asekura, qui est donc assez marquante. Et je trouve que c'est pour ça que c'est assez intéressant de parler de ce Asekura Tsunenaga, puisque c'est quelqu'un qui a été finalement très marquant, même si, attention, l'art Nanban, c'est pas quelque chose qui a duré des années. Ça a été, je dirais, une grosse tendance, un peu comme en France, où il y a eu le japonisme. Il y a eu cette tendance Nanban, mais c'est pas quelque chose qui a duré longtemps, et c'est pas quelque chose qui... je dirais c'était un peu une mode, quoi. C'était plutôt une phase. C'est pas quelque chose qui a duré, qui a vraiment marqué l'histoire du Japon. Nous, en tant qu'antiquaire spécialiste, historien de l'art, c'est une période qui est très intéressante parce qu'elle marque encore une fois ce mélange de cultures, et les artistes au Japon qui, eux, par contre, n'ont pas eu la possibilité de partir en Occident, ben justement, c'est des récits comme ceux de Asekura qui ont permis justement d'avancer dans cette acculturation, on va dire, de l'art occidental européen ou européen. Donc c'est pour ça que je voulais finir là-dessus. C'est quelqu'un qui, pour moi, a jeté les bases, hein, d'une compréhension mutuelle et d'une coopération entre ces différentes cultures. Bien entendu, c'est pas quelqu'un qui a été, je dirais, marquant. Il est pas après retourné, parce qu'au départ, c'est un ambassadeur, mais je dirais, ça n'a pas été le japonais qui est reparti. Non, il a fait son exploration, il est revenu, mais il a été tellement marquant dans l'histoire que, encore une fois, il est représenté en sculpture, on ne peut pas passer à côté, en tout cas quand on a envie d'étudier aussi l'histoire du Japon, et c'est forcément quelqu'un qui a été très marquant. D'un point de vue artistique, vous voyez que j'ai été un petit peu, je vais m'arrêter là, hein, c'était un petit live, hein, sur puis le live du soir doit être un petit peu court, ce qui me fait d'ailleurs hésiter à maintenir, entre parenthèses, à partir, je voulais le faire aujourd'hui parce que tout à l'heure je ne pouvais pas le faire à 19h, mais à faire des lives à 21h, je pense que pour tout le monde, c'est faire un peu des trucs un petit peu culture, ça peut être un petit peu prise de tête. On veut des choses un petit peu plus légères. Vous me direz. Mais je trouve qu'il est intéressant. Maintenant, il y a vraiment très peu d'estampes. En tout cas, je n'en ai pas vu. Alors, j'en ai vu dans les musées, hein, mais c'est pas de... Voilà, je dirais, il n'y a pas eu de sculptures, de kimonos qui ont été faits à son effigie. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a que les estampes. Il y a des grandes sculptures comme ça qui sont faites au Japon pour justement le célébrer. Mais c'est pas quelqu'un qu'on va représenter, par exemple, vous savez, dans les estampes dans l'ukiyo-e, où ce sont par exemple des acteurs de théâtre qui vont représenter des samouraïs. À ma connaissance, il a dû l'être, hein, mais à ma connaissance, j'en ai pas vu. Je suis pas sûr que ça ait été le cas. En tout cas, si je trouve des estampes qui représentent Asekura, ou du moins qui
on donne des idées, peut-être des récits en images, je ne manquerai pas de vous le partager. Voilà. Merci. Je sais, merci d'être là, merci d'être présent. Oui, c'est un horaire. Alors, de toute façon, Twitch aime pas trop quand on coupe, quand on prend des vacances, de toute façon. Donc, voilà. Je le sais d'un point de vue statistique pur. Mais vous savez que je fais ça pour le plaisir. Voilà. Mais Twitch n'aide pas, c'est sûr. Mais effectivement, le 21h, je trouve que parler de choses un peu plus... Voilà, on doit se concentrer quand même, écouter. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Donc je pense qu'on va quand même rester sur les lives habituels. Voilà. En tout cas, merci Massilia d'avoir quand même participé, lurké, écouté. À tous ceux qui sont passés par ici par hasard, écoutez, bienvenue, merci d'être passé, merci d'avoir peut-être écouté. Sachez que je fais des lives donc art japonais, art coréen. Là, c'est un live un petit peu particulier puisque ça fait suite à mon séjour là-bas et je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais c'est plus un sujet d'histoire qui parle vraiment des échanges. Donc si c'est vraiment un truc qui vous intéresse, sachez que je vais vous mettre les liens dans la description. Vous avez encore une fois la page Wikipédia qui est vraiment, pour une fois, je dis pour une fois parce que Wikipédia franchement des fois c'est pas ouf, mais qui est vraiment bien détaillé. Vous avez aussi d'autres dans les sources, je pense des bonnes idées. Je vais vous mettre la vidéo italienne qui est vraiment très très bien aussi. Et puis bien entendu, si ça vous intéresse, je vous invite à aller creuser de votre côté toute cette partie justement de pionnier des relations entre le Japon et l'Occident. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais en reparler. Si vous souhaitez que je compile un petit peu les recherches qui auraient pu être faites, parce que encore une fois, je suis persuadé qu'il y a eu des gens qui ont déjà bossé dessus. Attends, tu me dis quoi, les vacances à durée limitée sur... Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, franchement, tu te dis... Ce que je fais là, je pourrais le faire très bien en Andalusia, tu vois. Et puis après, en mangeant des tapas. Voilà. Hein. Non, franchement. Là, je veux bien prendre un ticket aller-retour régulier. Voilà. Mais donc, non, pour revenir sur ce sujet, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou me faites un message si vous voulez que je vous liste un petit peu les différents les sources pour essayer de justement de travailler, d'étudier un petit peu plus cette partie-là. Si vous êtes étudiant, j'en sais rien, et que peut-être vous êtes étudiant en histoire, voire histoire de l'art, sachez que je sais que moi, pour la partie histoire de l'art, c'est pas un sujet qui a été énormément étudié. Tout l'art Nanban, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup étudié. Il y a déjà eu des recherches, mais pas énormément de choses. Donc sachez que c'est quand même un sujet. Il y a encore des choses à étudier. Donc voilà. Mais on pourra parler de tout ça si ça vous intéresse. De doctorat, tout ça. Bref. En tout cas, merci d'être venu, de m'avoir écouté pour ce petit live. Je pense que je vais faire du Genshin, mais sachez qu'aujourd'hui, j'ai installé Balatro. J'ai envie de faire un live quand même pour découverte de Balatro. Et Helldiver 2, donc on est dans le jeu, on va faire ça. Sinon, demain, live, mercredi, live, donc je vais vous mettre, avant de cutter cette partie-là. Donc vous n'allez pas vous arrêter sur le 21h, je pense que le 21h... Mais qui c'est qui a retweeté là? Paf. Je crois que le 18h30, 19h... Il est bien, je pense que c'est aussi Twitch, il est un peu perdu. Bien entendu, j'ai oublié de préciser. Je vais pas toucher le micro, je vous le mets ici. Massilia, tu le sais, et ceux qui passent de temps en temps. Oh putain, si j'écris replay, ça va pas le faire. Vous avez les replays sur YouTube, donc je les mets tous sur YouTube. Demain, je vous parle. Donc là, on était culture. Demain, je vous présente des objets Ainu, petit objet Ainu, qui est mon grand dada, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Je l'avais calé demain après-midi. Vous inquiétez pas, les heures, niet.
Je fais 18h30, 19h demain. Ok, je recommence comme d'habitude, 18h30. Et je pense que jeudi, le React sur les articles, pareil, je repasse à 19h. Je pense que c'est plus pratique pour tout le monde. Donc ne regardez pas les horaires, hein, on est vraiment à 19h. J'avais fait un petit test à 16h30, mais 16h30, pareil, c'est un peu compliqué. Donc ne vous inquiétez pas, on fait ça demain, 18h30, 19h. Si vous me suivez, je vous invite à me follow, hein, comme ça vous avez les alertes. Donc demain, objet Aïnou, et jeudi React sur des articles sur cette culture Aïnou. Donc ce sera pas, là on parlera pas vraiment d'histoire de l'art, mais ça fait dans ce fil conducteur Aïnou que j'ai vraiment envie de tenir sur 2024. Ce sont des articles que j'ai lus dans l'avion, très intéressants, et voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis merci à Messilia, merci à tous ceux qui sont passés. Je remercie aussi le dernier follow, Cassie Modem, encore une fois. Petite info importante, lundi prochain, j'ai pas encore posté le planning la semaine prochaine, gros live lundi prochain, gros live, vous le notez, 20h avec Greg Lebonze, on fait un live en co-stream sur le bouddhisme, sur les divinités. Donc ça, live bouddhisme lundi prochain, je vous en reparlerai. Donc notez-le, 20h. Voilà. Je vous dis bonne soirée. Je vais faire un peu de... Là, je vais enquiller sur un jeu. Je vous dis donc, si vous êtes là, bah, écoutez, voilà. Sinon, bonne soirée Messilia, bonne soirée à tout le monde. Et encore une fois, merci d'être venu et de m'avoir écouté. Ce n'était qu'une petite entrée, hein. Allez regarder, c'est hyper passionnant, vous pouvez regarder. Passez du temps à regarder tout ça. Ciao!